C'est bon, on passe à un deuxième exposé. C'est la place de la radiologie interventionnelle dans la prise en charge des hémoptysies graves. C'est bien. Excusez-moi de perturber souvent votre homogénéité et perturber votre espace. Pas du tout. Je remercie les organisateurs de m'associer à cet après-midi d'enseignement post-universitaire et en particulier votre président, mon ami Omar Gergoui. Dans cette conférence, je vais essayer de présenter les différents aspects de l'embolisation dans le cadre d'une hémoptysie grave. Bien sûr, pour ce faire, j'ai consulté les recommandations des différentes sociétés savantes, en particulier la Société française de radiologie et la Société européenne de radiologie interventionnelle, ainsi que l'école de radiologie interventionnelle européenne. Bien sûr, à la dernière minute, le 22 janvier, vers 14 h, j'étais en train de mettre ces deux autres diapositives dans mon exposé et votre président m'appelle pour me dire que c'est reporté. Donc, avant-hier, j'étais en train de le voir, j'ai dit c'est encore valable, donc je n'ai pas changé, et voici donc nous revenons à notre hémoptysie et à notre embolisation pour vous dire que sur le plan historique, depuis les premières descriptions d'embolisation systémique pour l'hémoptysie en 1973 par José Rimuy de Lille, la stratégie de prise en charge thérapeutique des hémoptysies graves s'est progressivement modifiée et améliorée. Progressivement, le radiologue interventionnel est devenu l'un des principaux acteurs dans cette prise en charge et il est en première ligne pour permettre un contrôle efficace du saignement. Je passe, excusez les répétitions parce qu'il n'y a pas eu de discussion entre les différents conférenciers, mais j'insiste sur cette hémoptysie maladie pour dire que ça pose un problème de thérapeutique en urgence dans un milieu spécialisé. Et je passe sur ces fréquences qui sont les mêmes, mais j'insiste sur l'intérêt d'une prise en charge médicale et par radiologie interventionnelle pour éviter la chirurgie de première intention parce qu'elle a une mortalité très importante qui arrive jusqu'à 40%. Bien sûr, c'est une prise en charge multidisciplinaire, c'est une prise en charge qui nécessite un plateau technique adapté et une équipe, coordonnée, qui travaille ensemble, où il y a le pneumologue, le radiologue interventionnel, le réanimateur et le chirurgien thoracique. Bien sûr, je vais passer sur la physiopathologie, c'est fait pour des radiologues, c'est trop simplifié. Je passe aussi sur les étiologies. Bon, mais pour vous dire que 90% des hémoptysies sont d'origine bronchique, moins de 10% sont d'origine artérielle pulmonaire, et que c'est toutes ces étiologies, la plupart des étiologies, 90% des étiologies, sont bien mis en évidence par le scanner, ou le scanner multibarrel, ou le scanner, l'angioscanner. Donc, pour l'étiologie, on a résolu un grand problème par le scanner multibarrel. Bien sûr, il y a la prédominance des bronchectasies, de la tuberculose et du cancer dans les différentes séries, qu'elles soient françaises ou américaines. Je vais faire un petit rappel sur la vascularisation pour vous dire qu'il y a au moins 3 types de vaisseaux dans le poumon. Il y a les artères pulmonaires que vous connaissez très bien, qui assurent une vascularisation fonctionnelle. Il y a les artères bronchiques qui assurent une vascularisation nourricière, mais il y a aussi des artères ou des branches artérielles systémiques, donc avec pression artérielle systémique, mais qui ne sont pas bronchiques, qui pénètrent dans le poumon à l'occasion de pathologies chroniques telles que la tuberculose, l'aspergillose. Donc pour les artères bronchiques, par définition, elles pénètrent dans le poumon par le hile. Leur trajet est parallèle aux autres éléments du pédicule pulmonaire. Il y a plusieurs variantes anatomiques, ce qui rend l'acte de
d'angiographie et d'embolisation difficile. Il y a plusieurs variantes. Et je ne vais pas vous embrouiller par ces différents types d'artères bronchiques, mais je vous dis qu'elles sont nombreuses. Et retenez qu'il y a le plus souvent une artère bronchique à droite et deux artères bronchiques à gauche qui, habituellement, dans le cas le plus fréquent, naissent au niveau de la face antérolatérale droite et gauche de l'aorte thoracique descendant dans sa portion proximale en regard de la 5e et 6e vertèbre dorsale et en regard du passage de la branche souche gauche. D'ailleurs, c'est notre repère pour chercher les artères bronchiques en scopie télévisée. On regarde l'artère bronchique, la branche souche gauche, et on cherche sur la face antérieure de l'aorte les artères bronchiques dans leur situation habituelle. Bien sûr, les arrêtements sont fréquents entre ces artères et différentes autres artères. Les variantes sont multiples en nombre et leur siège d'origine. L'origine peut être plus haute et l'origine peut être plus basse. La vascularisation artérielle systémique par des branches artérielles systémiques non bronchiques, par définition, elles sont des artères qui pénètrent dans le poumon, pas par le lymphe, mais par la plèvre, à travers les ligaments pulmonaires ou par des adhérences pleurales lors des pathologies chroniques. Leur trajet ne suit pas les autres éléments du pédicule pulmonaire. Leur provenance, ces artères, proviennent de multiples autres artères. Ils proviennent essentiellement des artères costales, ce qui est coloré en vert. Vous voyez, en périphérie, en latéral et en postérieur. Ils proviennent aussi en haut des artères sous-clavières. Elles proviennent aussi des artères phréniques inférieures. Elles proviennent aussi des artères du ligament triangulaire à l'occasion d'une pathologie chronique, une symphyse pleurale, et l'artère pariétale va envahir, va pénétrer dans le parenchyme pulmonaire et peut entraîner une hémoptysie. Après ce bref rappel anatomique, vraiment bref, nous passons à la prise en charge diagnostique, ou je dirais le bilan pré-thérapeutique. On ne peut pas traiter avant de faire un bilan clinique et radiologique. Les moyens dont nous disposons, en plus de l'examen clinique, que vous connaissez bien et que vous faites très bien, il y a la radiographie de thorax et la fibroscopie que j'ai bien placée juste après et avant le scanner. Bon, les objectifs de ce bilan, c'est quoi? C'est localiser le saignement, c'est toujours la même chose, préciser ou au moins approcher l'étiologie, analyser les vaisseaux systémiques et pulmonaires avant une éventuelle angiographie. La radiographie de thorax est et reste le prolongement direct et logique de l'examen clinique. Il est réalisé jusqu'à maintenant de façon systématique, malgré des résultats variables mais globalement peu contributifs. M. Revel, radiologue de Lyon, malgré la fréquence de ces anomalies sur ce cliché thoracique, on trouve des anomalies dans 87% des cas, mais elle précise le siège que dans moins de 1 cas sur 3, et elle ne précise la cause du saignement que moins de 1 cas sur 6 patients. Donc, retenez 30 et 15%. Bien sûr, la fibroscopie doit être réalisée quand l'hémorragie n'est pas abondante et quand elle est possible. Parfois, quand l'hémoptysie est grave, elle ne peut pas être réalisée. Elle permet de localiser le saignement si l'hémoptysie n'est pas abondante. Elle recherche des causes endoscopiques, endobronchiques et participe au traitement, et elle est complémentaire avec l'angioscanner. L'angioscanner multibarrette est l'exploration qui permet de répondre à toutes les questions. Mais elle nécessite une technique rigoureuse, une analyse méthodique et systématique en fenêtre parenchymateuse ou médiastinale, avec des reconstructions multiplanaires, des reconstructions en 3D, des nids. Les objectifs de cet examen scanographique, bien sûr, c'est toujours les mêmes: localiser le saignement, préciser si possible le mécanisme bronchique ou mécanisme artériel si vous voulez, déterminer le diagnostic étiologique, ce qui est possible dans près de 90% des cas, localiser les artères bronchiques pour aider la réalisation d'une angiographie bronchique et une embolisation, et faire la cartographie vasculaire. Donc l'angioscanner permet maintenant, ça facilite la tâche de celui qui va faire l'angiographie, il aide avant une embolisation bronchique, de préciser, comme dans ce cas-là, vous voyez bien, je ne sais pas, avec fléchette,
Qu'est-ce qu'il avait ici? Non, voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc, l'angioscanner peut montrer l'origine des artères bronchiques qui peut être typique, atypique ou ectopique. Donc, comme dans ce cas-là, il est typique. Donc, en naissance au niveau de la face antérolatérale de la l'aorte descendante, à la hauteur de la 5e et la 6e vertèbre dorsale, on regarde de la branche souche gauche. Il permet aussi de localiser les sièges atypiques, en particulier au niveau du plancher de la l'aorte horizontale, comme dans ce cas-là, qui est le siège le plus fréquent parmi les sièges atypiques, c'est-à-dire dans 75% des cas. Cette localisation permet de faciliter le cathétérisme et de faciliter la recherche des artères à emboliser. Bien sûr, l'angioscanner peut aider à la détection des artères systémiques non bronchiques à destinée bronchique, telles que, dans ce cas-là, c'est une artère qui vient de l'artère mammaire interne, ou dans ce cas-là, une artère à destinée bronchique qui vient de l'artère phrénique inférieure. Donc elle a été localisée ici par le scanner et elle a été confirmée ici par l'artériographie. Bien sûr, en plus de l'aide au diagnostic et à la visualisation des artères bronchiques et des artères non bronchiques à destinée pulmonaire, l'angioscanner permet de déceler et de préciser l'étiologie dans au maximum, disons 90% des cas, comme dans ce cas-là, des DDB, une lésion excavée, tumorale ou infectieuse, et dans ce cas-là, une tuberculose. Vous voyez cette hypervascularisation pseudo-angiomateuse venant d'une artère intercostale à ce niveau-là. Bien sûr, elle permet de détecter aussi les anomalies des artères pulmonaires, comme dans ce cas-là, un anévrisme de Rasmussen. Elle permet aussi de localiser, de montrer les anomalies donc, artérielles pulmonaires, comme dans ce cas-là, un processus nécrotique excavé en contact d'une artère pulmonaire, ou ce processus tumoral qui est nécrosé, donc en contact aussi d'une artère pulmonaire qui pourrait expliquer le saignement. Elle permet aussi de la visualisation d'un faux anévrisme dans une nécrose, dans une nécrose ou dans la paroi d'une cavité. Vous voyez ici cet aspect des images d'addition. Ce n'est pas une artère normale, donc il y a un anévrisme ou un pseudo-anévrisme dans la paroi d'une cavité. On va le voir mieux sur cette image. Vous voyez la paroi de cette excavation et vous voyez cette image d'anévrisme. Et d'ailleurs, ça a été confirmé par l'artériographie. Vous savez, l'anévrisme et encore plus le pseudo-anévrisme est un lieu de fragilité artérielle. Il n'a pas la même paroi qu'une artère, il n'y a pas de musculeuse. Et s'il y a une musculeuse dans les anévrismes, dirais-je, qui ne sont pas pseudo-anévrismales, la musculeuse n'est pas de bonne qualité et il y a un grand risque de saignement. Et il suffit de se souvenir de la fréquence des hémorragies méningéennes intracérébrales par anévrisme cérébral. Bien sûr, on peut voir par cet angioscanner multibarrette des anévrismes pulmonaires, soit de façon sporadique, soit dans le cadre d'une maladie systémique. Donc, je vous montre cette diapositive que j'ai prise à Madame Marie-France Carrette de l'hôpital de Nantes, qui sont un centre important dans la prise en charge des hémoptysies. Vous voyez, le scanner multibarrette permet de localiser, de préciser l'étiologie, d'approcher le mécanisme pulmonaire ou artériel et permet de prendre, de préciser l'aspect anatomique des branches, des artères bronchiques et des artères non bronchiques et des artères pulmonaires. Après ce bref rappel anatomique, après ce bilan pré-thérapeutique, bilan clinique, radiologique, endoscopique, nous passons au traitement endovasculaire des hémoptysies graves d'origine systémique.
Bien sûr, cette embolisation ne se conçoit que chez un patient bien pris en charge par le pneumologue et le réanimateur. Il n'est pas question d'emboliser un malade en état de choc. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il soit bien pris en charge par l'équipe de réanimation et par le pneumologue. En général, il faut disposer d'une salle de radiologie interventionnelle, idéalement disposant d'un arceau et dans des conditions d'asepsie chirurgicale rigoureuses. Avant toute procédure, il faut toujours faire pratiquer un examen neurologique par le radiologue, par le réanimateur et par tout le monde pour dire quelle est la situation neurologique des deux membres inférieurs. C'est un élément, c'est une hantise, c'est un élément très important. Malheureusement, même dans les centres les plus compétents, ça arrive. Bien sûr, il faut disposer de différents types de cathéters pour ne pas avoir des problèmes. Il faut faire un cathétérisme par les artères, les cathéters classiques, et il faut disposer de micro-cathéters pour pouvoir faire un cathétérisme hypersélectif. D'ailleurs, vous voyez, le cathéter arrive jusque-là, et après, il y a un micro-cathéter qui permet d'éviter d'autres artères qu'il ne faut pas emboliser et qu'il faut laisser peut-être des artères à destiner aux œsophagiennes ou aux bidulaires. Donc, il faut disposer des différents types de cathéters et de cathéters, micro-cathéters pour faire du cathétérisme sélectif. Le premier temps de toute embolisation est une angiographie bronchique. Il faut rechercher les artères bronchiques. Il faut essayer d'être le plus exhaustif possible. Parce que parfois, il y a deux artères qui sont à l'origine du saignement. Bien sûr, on a dit que c'est le côté droit qui saigne. Du côté droit, il peut y avoir deux artères bronchiques. Il peut y avoir une artère bronchique et une artère intercostale, dans le cadre d'une maladie comme la tuberculose. Donc, il faut essayer de faire un bilan angiographique complet, le plus complet possible. Il faut chercher les artères bronchiques, chercher les lésions, les artères pariétales et rechercher d'éventuelles anastomoses ou un vaisseau à destinée spinale. Voici cet aspect pseudo-angiomateux dans le cadre d'une tuberculose. Et regardez bien ici, vous allez voir une artère à destinée médulaire avec son aspect habituel en tête, en épingle de cheveux. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez. Vous voyez, là, ça c'est une artère, voilà, elle remonte là, 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 et ça c'est l'artère spinale antérieure. Vous la voyez? Bon. Voici une autre artère. Voici une autre artère peut-être mieux visible. C'est ça l'axe spinal antérieur. Là, vous le voyez, il provient d'une artère intercostale qui est pathologique. Donc il faut faire attention, c'est grave. Classiquement, et avant, on arrêtait, on ne faisait pas d'embolisation. Maintenant, par des moyens de cathétérisme hyper sélectif, on peut faire une embolisation, on la laisse en arrière, on avance par le cathéter et on embolise ce qui est en avant. Après cette recherche des différents types de vaisseaux qui peuvent saigner, quel est l'élément qui va nous dire que c'est un vaisseau qui est pathologique et que la sémiologie de stigmate, de saignement, si vous voulez. Bien sûr, une hypertrophie artérielle, c'est un aspect pseudo-angiomateux, ce n'est pas une artère normale, là. Donc, c'est un risque de saignement plus facile. Donc, l'hypertrophie artérielle, le blush artériel chez ce patient qui est porteur d'une DDP, vous voyez, ce n'est pas habituel dans le poumon de voir un blush. Donc, ça, c'est une vascularisation pathologique. Recherchez entre artères systémiques et artères pulmonaires. Vous voyez, là, on opacifie les artères bronchiques ou les artères pariétales et on a une opacification de l'artère, des branches de l'artère pulmonaire. Donc c'est une chante systémo-pulmonaire qui est aussi un prévoyeur de saignement. Rechercher les anévrismes, je ne redis pas tout à fait la même chose, c'est un foyer de cet anévrisme, c'est le témoin d'un hyperdébit et c'est un siège de fragilité artérielle. Donc il peut saigner. Bien sûr, dans ce cas-là, il y a le saignement par hypervascularisation, mais aussi il faut essayer d'emboliser ce vaisseau parce qu'il y a un risque de saignement et un risque d'échec précoce ou tardif si on n'embolise pas cette branche. Bien sûr, l'extravasation de produits de contraste qui est rare, mais qui est un élément témoin d'un saignement actif actuel.
vous voyez, quels sont les agents qu'on peut utiliser pour emboliser. Bien sûr, le cuirassement qui correspond à peu près au surgicel ou au spongel que vous connaissez, qu'on utilise en chirurgie avant. Maintenant, le spongel n'est plus commercialisé et on y a le surgicel. C'est un produit le plus simple à utiliser, c'est le produit le moins onéreux. C'est facile, il y a le minimum de complications, même si ça passe dans une artère normale. Bien sûr, pas l'artère médulaire, mais ça passe dans une artère intercostale normale, va faire un peu mal, et après, on n'aura pas de complications. Et il y a peut-être, probablement, un risque de récidive beaucoup plus fréquent. Peut-être. Théoriquement, oui. Bien sûr, le produit le plus utilisé actuellement en Amérique et en Europe, ce sont les microsphères. Ce sont des agents d'occlusion calibrés dans une taille variable de 200 à 1200 micromètres. Ils sont non résolvables et ils ont un faible risque de complications, aussi bien pulmonaires que systémiques. Ces deux produits sont disponibles en Tunisie et on a l'habitude de les utiliser. Bien sûr, les autres agents d'occlusion, je parle ici d'écoles qui sont des agents d'occlusion vasculaire immédiate et définitive. L'artère est occluse de façon définitive. Il a un pouvoir thrombogène immédiat, mais il est déconseillé et il ne faut pas l'utiliser dans les embolisations artérielles bronchiques car il entraîne une occlusion artérielle proximale et le saignement peut revenir par les anastomoses sur les structures vasculaires périphériques. On va revenir sur ça lors de l'embolisation. Donc, les critères d'efficacité. Comment, lorsqu'on fait notre embolisation, on est dans l'artère bronchique, on a dit que c'est une artère pathologique, qu'il y a des stigmates de saignement récents ou un peu anciens. Comment ça, on va dire qu'on a bien embolisé? Bien sûr, il faut arriver à voir l'extinction de la zone d'hypervascularisation. Il faut voir la disparition du champ systémo-pulmonaire. Il faut l'obstruction des tubules artériels afférents à toute structure pseudo-angiomateuse. Et il y a un critère clinique qui ne fait aucun doute, c'est l'arrêt immédiat de l'hémoptysie. Le patient vous dit, je me sens un peu mieux. C'est immédiat. Quand c'est efficace, on peut le voir. Je vais vous montrer quelques illustrations. Donc, hémoptysie chez un patient de 60 ans aux antécédents de tuberculose au stade de fibrose avec bronchopneumopathie chronique obstructive. Vous voyez cette hypervascularisation à ce niveau-là. Et on fait une première embolisation. Vous voyez, il y a l'extinction des artères d'allure pathologique. Il n'y a plus ce blush et ces artères. Donc, mais chez le même patient, il y a un autre vaisseau qui est pathologique, plus bas, parce que la tuberculose touche toute cette région-là, le lobe supérieur, si vous voulez, droit. Et donc, on continue l'embolisation. Vous voyez, il y a même, vous voyez ici, le champ systémo-artériel, artériel pulmonaire, et après embolie, une deuxième embolisation, on a l'extinction de cette hypervascularisation, et c'était efficace. Voici une hypervascularisation à partir d'une artère sous-clavière ou à partir de l'artère mammaire interne, donc c'est plutôt à partir de la sous-clavière, et l'embolisation. Voici l'artère, l'opacification montre la disparition de ce blush un peu, qui n'est pas très important, mais qui peut expliquer un saignement. Il n'y a pas de correspondance anatomoclinique entre importante hypervascularisation et important saignement. Un petit vaisseau peut saigner, il est en hyperdébit, il est en hyperpression. Là, c'est un dossier que vous connaissez, qu'on a présenté l'année dernière, un jeune homme avec aspergillose chronique agressive, hémoptysie récidivante de grande abondance. Vous voyez cette hypervascularisation, l'hypertrophie de l'artère bronchique droite. Et voici après embolisation, ça c'est le produit d'embolisation qui est du spongel dans ce cas-là, du surgicel, excusez-moi. Et vous voyez de l'autre côté cette vascularisation blush et des micro-vaisseaux tortueux qui bouchonnaient et l'extinction de ces vaisseaux après embolisation. Et c'était efficace au moins pendant au moins une année. Ah, voilà, c'est Mohamed. Tant mieux. Pour vous parler des résultats de l'embolisation, j'ai préféré parler des échecs et des complications.
température 10 à 15% d'échec immédiat. Ne vous affolez pas, même si on ne réussit pas, ce n'est pas grave, ça existe partout, même en Amérique, même en Russie et même au Japon. Donc il y a donc un risque de... Non, parce que souvent, quand on n'arrive pas à faire une embolisation, c'est... Bon, première chose, premier réflexe, est-ce qu'il y a une origine artérielle pulmonaire à cette hémoptysie? Parce que souvent, on ne regarde pas bien ce problème, malheureusement, radiologue et pneumologue. Est-ce qu'il y a des anastomoses interbronchiques? Est-ce qu'il y a une origine aberrante? Pour cela, il y a des radiologues qui faisaient l'artériographie globale pour rechercher des artères venant d'en bas ou d'en haut avant de commencer l'embolisation. Est-ce qu'il y a une méconnaissance de pédicules, d'artères à destinée pulmonaire, mais qui ne sont pas bronchiques? Les artères bronchiques, à destinée bronchique, mais qui ne sont pas des artères bronchiques. Il y a aussi 20% d'échecs retardés, après 6 mois, après 1 an, après 2 ans. Pourquoi il y a cet échec? Parce qu'il y a une reperméabilisation de l'artère nourricière. On a dit, on utilise des produits résorbables pour avoir le minimum de complications. Bien sûr, un processus pathologique comme la tuberculose, s'il reste évolutif, il va recruter d'autres pédicules vasculaires juste à côté. Bien sûr, et la progression de la maladie causale. Pour les complications, et je vais me limiter à 2 ou 3 types de complications qui sont les complications les plus graves. Bien sûr, il y a les douleurs par l'état thoracique, bien sûr, il y a des signes de médiastinite ou des petites complications, et ce qui m'intéresse, c'est les complications neurologiques qui, malheureusement, jusqu'à maintenant, restent le pourcentage, disons, 2 à 3%. Ces embolisations sont en général liées à des anastomoses dangereuses ou à un vaisseau qui n'a pas été vu lors de la cartographie. Ces complications sont liées à l'embolisation d'une artère bronchique de laquelle naît un rameau médulaire ou par une occlusion accidentelle, par cathétérisme bloqué. Lorsqu'on a fait un cathétérisme bloqué, l'artère, le rameau médulaire va peut-être se thromboser parce qu'il est de petit calibre, parce qu'il y a une embolisation priorique, parce qu'il y a un petit caillou, parce qu'il y a une migration de matériel d'embolisation, et une fois, j'ai eu un spasme qui n'a pas duré longtemps. D'accord là, sinon? D'accord. Les complications œsophagiennes et trachéennes, c'est à peu près la même chose. C'est des anastomoses ou des branches qui vont à l'œsophage ou à la trachée. Donc, il faut savoir les rechercher et les éviter. Lorsqu'on a ces anastomoses, en cas d'anastomose avec la vascularisation médulaire, l'œsophagien ou coronaire, le cathétérisme hypersélectif s'impose, sinon il vaut mieux ne pas faire d'embolisation. Le patient meurt de son hémoptysie, mieux que de vivre paraplégique par un geste médical. Bon, si on le voit, parce que parfois l'artère médulaire n'est pas visible et lorsqu'on fait l'embolisation des segments ouverts, il y a quelques vaisseaux qui vont absorber le sang, puisqu'ils ne trouvent plus le chemin vers l'artère bronchique, il y a comme si c'est des vaisseaux de petit calibre, ils vont s'ouvrir juste après l'embolisation de l'artère bronchique. Donc pour éviter ces complications, il faut les rechercher, les anastomoses, déjà sur l'angioscanner. Et bien sûr, sur l'angiographie bronchique. Il faut les éviter par un cathétérisme hypersélectif. Bien sûr, je vais vous parler de traitement endovasculaire des hémoptysies artérielles pulmonaires. Je n'ai pas d'expérience personnelle, je n'ai pas traité de malade ayant une pathologie artérielle pulmonaire et que j'ai traité moi-même. Et c'est pour cela que je me suis permis de prendre des dossiers de l'hôpital Charles-Nicolle de Tunis et des dossiers de Madame Marie-France Lacarette de l'hôpital de Nantes. Et je vais vous montrer, par exemple, ce traitement, le COI est très utilisé en cas de faux anévrisme avec un collet court, vous voyez, un collet long, excusez-moi, comme dans ce cas-là. Et vous voyez l'embolisation, vous voyez le COI qui sont à ce niveau-là, après cet anévrisme, donc il a été embolisé. Ces malformations artério-veineuses, si vous voulez, pulmonaires, très importantes, sont aussi, on utilise souvent les COI que vous voyez là, à ce niveau-là, les COI, et voici le contrôle final. On a donc le territoire malformatif
où cette fistule artério-veineuse ou cette malformation artério-veineuse a été exclue. C'est un dossier de l'hôpital Tenon. L'anévrisme de Rasmussen aussi, c'est un cas où on utilise souvent les coils, vous les voyez, les coils là, et le contrôle final montre la disparition totale de cet anévrisme. De cet anévrisme, oui, post-infectieux. Bien sûr, on peut utiliser le produit d'embolisation Onyx, qui est un liquide, qui est une colle biologique, biocompatible, qui ne fait pas d'allergie et qui est difficile à utiliser parce que une fois elle est dans l'artère, c'est des pierres, c'est fini, c'est définitif, on ne peut pas revenir en arrière, c'est pas comme le Curaspant et ce n'est pas comme les autres matériaux, ça c'est du hazard, de l'artère, c'est fini, une fois l'artère, c'est fini, c'est fermé, c'est définitif. Et donc, quand on a un embolisme avec collet court, comme dans ce cas-là, il faut utiliser le Curaspant, et vous voyez, c'est embolisé, et c'est définitif. Et vous voyez ce cas-là aussi de l'hôpital Tenon, cette érosion de l'artère bronchique à ce niveau-là, par un processus infectieux ou tumoral, je ne sais pas quoi. On a besoin de garder l'artère perméable, et donc il faut faire ce qu'on appelle une prothèse couverte. C'est comme ce qu'on fait dans la chirurgie pour reconstruire une artère, c'est une prothèse couverte. Voici, la prothèse est mise en place et il n'y a plus cette érosion sur la paroi artérielle. En résumé, l'hémoptysie massive peut mettre en jeu le pronostic vital. Elle nécessite trois choses: une prise en charge multidisciplinaire, une embolisation et un angioscanner multibarrette. Bien sûr, il faut tout faire, la radiothorax, la fibroscopie, mais il y a au moins trois choses: une équipe multidisciplinaire, une embolisation bronchique et un scanner multibarrette. On va revenir. Donc, c'est par excellence une prise en charge multidisciplinaire avec collaboration entre au moins 4 spécialistes. L'angioscanner multibarrette est l'exploration fondamentale de toute hémoptysie grave ou non grave. Il permet de repérer le côté du saignement, la cible du traitement, où est-ce qu'on va emboliser. Il permet de préciser en grande partie l'anatomie de la vascularisation bronchique, les variantes anatomiques et l'anticipation des complications, entre autres, et recherche une vascularisation systémique non bronchique et permet d'étudier la vascularisation pulmonaire. La vascularisation bronchique est le moyen le mieux adapté pour contrôler de façon efficace le saignement. Il doit être périphérique, pas avec un coil au niveau de l'origine de l'artère. Non, ce n'est pas efficace. Il faut aller plus loin, s'approcher du foyer de saignement. Il ne doit pas être trop distal pour éviter la nécrose et l'ischémie. Il ne faut pas faire des billes inférieures à 300 micromètres. Il faut respecter toujours la partie proximale du pédicule. Il ne faut pas fermer la porte. Il faut laisser une porte ouverte pour une deuxième embolisation. Il faut préférer les microbilles et le Curaspant pour l'embolisation pulmonaire d'une façon générale, et les coils sont déconseillés. Il ne faut pas les utiliser parce que l'occlusion est définitive et on ferme la voie d'abord pour une éventuelle prise en charge. En cas de récidive précoce, savoir rechercher une cause artérielle pulmonaire ou systémique non bronchique. Je vous remercie et je vous dis que le congrès de la Société tunisienne de radiologie, donc les 16e journées franco-tunisiennes de radiologie, aura lieu à Sfax le 11, 12, 13 mars à Sfax, au Montpellier, dans 3 semaines. Voilà. Et merci pour votre attention. Merci Sylvia. Avant de passer les questions, Sylvia, de la docteur Ed El Abraï. Donc, on va parler dans la deuxième séance. Donc, je ne sais pas, y a-t-il des questions, Sylvia? Pardon, pour le scanner multibarrette, est-ce que chez les gens expérimentés, est-ce qu'il est bien corrélé à l'artério-bronchique? Est-ce que c'est un scanner multibarrette? Oui. On peut avoir une idée Oui, oui. Il faut savoir mettre le temps nécessaire pour rechercher sur les différents coups par les reconstructions. Et il faut bien sûr, c'est comme une petite sous-spécialité. Il y a des gens qui ont la patience de le faire, il y a des gens qui disent non, on n'a pas vu l'artère blanche. C'est facile. Mais parfois, ce n'est pas bien fait.
malheureusement. Parfois, le malade a respiré au bon moment. Donc, mais, en général, dans les centres, disons, qui travaillent en collaboration, il y a un centre comme celui de l'hôpital Tenon, d'ailleurs, il a été cité par les cliniciens aussi. C'est un centre. Et c'est le centre de référence actuellement à Paris pour l'embolisation thoracique. Bien sûr, le centre de référence était à Lille, chez M. Rémy. Maintenant, le centre qui fait le plus, c'est l'hôpital Tenon. Bon, il y a sûrement d'autres centres à Paris et en France, mais le centre de référence, ce sont deux. Moi, j'ai assisté à sa conférence 2 ou 3 fois. Donc, une fois dans le congrès de la Société européenne de radiologie interventionnelle, et j'ai pu avoir ces diapositives pour moi, pour comprendre un peu mieux. Et ils travaillent 24 heures sur 24 heures. Moi, j'ai travaillé avec eux pour des embolisations, donc j'étais... Et à 3 heures du matin, il amène le malade. À 3 heures du matin, dans les transports, les transports qui libanais. Et elle était d'origine pneumologue. Pneumologue, oui. Elle s'est convertie en radiologie. Et on n'a plus besoin d'orientation endoscopique dans les saignements. Oui, si l'urgence est là, oui. Si c'est une hémoptysie, de faire l'abondance ou il n'y a pas de risque vital. Une hémoptysie maladie, on passe directement à l'ange scanner. La difficulté que nous avons, c'est on n'est pas rassemblés, le radiologue il est dans un coin, le malade est dans l'autre, le pneumologue est dans... C'est ça la difficulté, en particulier en libre pratique. Mais quand il y a un centre où c'est codifié, chacun connaît son travail, pour le travail 24 heures sur 24 heures, il y a les hémorragies méningées, à peu près la même chose. Il y a, sur Paris, il y a toujours 1 ou 2 centres la nuit qui travaillent, parce qu'il y a... Et pourquoi ça coûte trop cher? L'embolisation. Je vous dis quelque chose. C'est excessivement cher en privé. Mais comme ça n'existe plus dans les hôpitaux, donc les pauvres... Je vous dis quelque chose. Moi, j'étais sur un jour, je vais faire une embolisation d'une tumeur hépatique. Le carcinologue m'a dit combien ça va coûter. Juste pour dire aux parents. C'est pas pour voir. J'étais un peu mal à l'aise parce que je vais dire 2000 dinars. Mais il y a le joint antibiotique, la salle, le radiologue. C'est entre 3500 et 5000. Oui, parce que non, j'ai dit bien une tumeur hépatique qui est plus simple. Parce qu'il peut passer 3 heures et ne rien faire. Je lui dis 2000 ou 2500. J'étais un peu plus. Il m'a dit c'est rien du tout. Moi, je lui fais une ampoule, je ne sais pas de quel antibiotique, 1500 dinars. Mais le problème, c'est que c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Oui, quand même. Est-ce qu'on embolise d'un côté ou on a les lois d'emboliser des deux côtés? De la même séance. Si le saignement provient de 2 côtés, il est souhaitable d'emboliser les 2 côtés. Bon, on peut différer 2 ou 3 jours, mais ça dépend. Si les choses se passent en 3/4 d'heure, il vaut mieux emboliser tout. Si vous êtes 3 heures pour faire la première embolisation, vous êtes fatigué, le malade est fatigué, il vaut mieux... Les constatations locales au cours de l'examen. C'est pas un geste facile. Il y a un grand risque de complications. Et on a toujours la hantise de cette paraplégie. Sur le plan pratique, si on a un cas passé, quelle est la configuration pratique? Comment on fait pour prendre en charge notre patient? C'est-à-dire, il y a combien de gens qui peuvent faire ça et dans quel sens? Et comment organiser pour mieux manager le malade? Pour moi, il faut l'hospitaliser dans un centre où il y a une salle de traitement. C'est plus simple, parce qu'on a des difficultés de rendez-vous. Vous êtes direct, oui. لا لا لو بس تجيله العالية il faut le réanimer et aviser le radiologue dès que possible, bon, si c'est grave. C'est une urgence. Ça ne vient et ça n'arrive qu'au cours de la deuxième moitié de la nuit.